Seule arme au monde dont on considère qu'elle possède une âme. Pour moi, le sabre japonais est le meilleur au monde. Il a tout de l'arme parfaite. Aujourd'hui, l'accès aux fonderies, aux forges et aux écoles de combat va nous permettre de lever le voile sur ce sabre réputé parfait. Nous porterons un regard scientifique sur les techniques ancestrales qui donnent à sa lame son tranchant et son incroyable force. Et qui font de cet objet l'un des plus emblématiques jamais forgés par l'homme. Voici les secrets du légendaire sabre japonais. Les premiers sabres japonais remontent au Xe siècle. À l'époque, des guerriers d'élite servaient les seigneurs de guerre féodaux. Ces guerriers, appelés samouraïs, littéralement ceux qui servent, ne cessaient d'accroître leur pouvoir. Les samouraïs étaient sélectionnés parmi les membres de l'aristocratie. Toute leur vie, ils étaient soumis à un entraînement et une discipline de fer qui les distinguait du reste de la société. Être samouraï, c'était un honneur et une fierté. On avait le sentiment d'appartenir à une élite. On faisait partie des meilleurs, car seuls les meilleurs étaient choisis. Selon les historiens, comme le docteur Stephen Turnbull, c'est grâce à leur sabre que les samouraïs sont devenus légendaires. Ils seraient assez puissants pour sectionner un corps en deux et assez précis pour couper un cheveu. Conçu pour trancher dès qu'on le sort de son fourreau, il a inspiré une nouvelle forme de combat. Ce sabre, le katana, développé au XVIe siècle, est souvent considéré comme l'alliance parfaite entre équilibre, beauté et tranchant sans égal de sa lame. La préfecture de Shimane, au sud-ouest du Japon, abrite un lieu où l'on fabrique encore le métal destiné au katana. Surnommée le pays des dieux, cette région fournit des minerais rares et indispensables au forgeage d'un type d'acier unique. Chaque katana voit le jour dans un creuset de feu au fond d'un fourneau. Ce four de fusion traditionnel, appelé tatara, est le dernier en activité au Japon. Les secrets de cet art ancestral fascinent les métallurgistes modernes comme David Starley. Le four de fusion japonais traditionnel porte le nom de tatara. Il mesure 3 mètres de long sur 1 mètre de large et 1 à 2 mètres de haut. Et il possède des entrées d'air sur les côtés. Akira Kihara est l'un des derniers maîtres fondeurs spécialistes du tatara. Pendant 3 jours et 3 nuits, il ne dort pas. Il surveille le fourneau et la transformation des matériaux qui serviront à forger les sabres. Comparé aux minerais de fer ordinaires, le sable ferrugineux local est d'une pureté remarquable. Il contient beaucoup moins d'impuretés, comme le soufre et le phosphore, qui fragilisent le fer et l'acier. La magie commence lorsque le carbone du charbon de bois se combine avec le sable pour former un type d'acier unique. Les Japonais appellent cet acier brut tamahagane. Au bout d'une heure, le sable tombe au fond du fourneau, dans ce qu'on appelle le lit de feu. Selon la couleur de ce lit de feu, on sait si le sable s'est transformé ou non en tamahagane. Parce qu'ils ne font pas complètement,
Cet acier brut possède des propriétés chimiques et physiques essentielles au katana. Au niveau atomique tout d'abord, il retient une petite quantité de carbone, juste assez pour offrir au sabre sa première qualité essentielle. Le carbone absorbe les chocs et permet au katana de résister aux coups les plus violents. Mais un bon sabre ne doit pas seulement être flexible. Le métallurgiste David Starley travaille avec le musée des armureries royales en Angleterre. Ce fer est relativement pur. Comme vous le voyez, il est très souple. Quand on le tord, il se déforme. Il est solide, il ne risque pas de se casser, mais il n'est pas très bon pour l'attaque. Voilà pourquoi l'extérieur de la lame du katana est en acier pur. Résultat, elle est aussi tranchante qu'un rasoir. Ce mélange unique de fer et de carbone apporte au katana dureté et flexibilité. Et entre les mains d'un samouraï, sa puissance paraît sans limite. Les fabricants de sabres japonais ont parfait cet art il y a des siècles. Ils chauffaient l'acier et le fer à plus de 1000 degrés pour obtenir une lame bimétallique. Cette scie à métaux est bimétallique. Elle présente donc les mêmes caractéristiques qu'un sabre japonais fabriqué il y a 10 siècles. Au bout de 2 jours, le fourneau a déjà englouti les 2/3 des 26 tonnes de charbon de bois et de sable ferrugineux. Le fourneau est comme un être humain. On le nourrit de fer et de charbon de bois. Puis il digère avant de mettre au monde un bon tamahagane. À 70 ans passés, Maître Kihara se passionne toujours autant pour ce métier pénible. Petit à petit, le fer chaud attaque les parois du fourneau. En dessous se trouve une chambre de 3 mètres de profondeur. Si l'humidité venait à s'infiltrer par le sol, la température du fourneau baisserait et l'acier serait abîmé. Il faudrait tout recommencer. Des couches de cendres et de charbon de bois protègent le fourneau du sol et il est muni de 2 canaux de ventilation. À des températures de plus de 1000 degrés, les impuretés tombent au fond du fourneau. Il ne reste que l'acier. Maître Kihara n'utilise pas d'outils modernes. Il écoute simplement le bruit du feu. Ce petit autel est dédié à une divinité que les fondeurs vénèrent pour qu'elle les protège. Après avoir nourri le feu pendant 36 heures, tout le monde est épuisé. Ces hommes ne produisent pas simplement de l'acier. Ils contribuent à leur manière à préserver une tradition ancestrale. Maître Kihara, lui, ne dort pas. Il continue de veiller sur le feu. Le matin du 4e jour, il décide qu'il est temps de démonter le fourneau. J'ai vu le bloc. Il a l'air très bien. C'est un grand soulagement. Je suis content. Mais l'heure n'est pas encore à la détente. Tant que l'acier n'a pas été sorti, impossible de dire s'il sera d'assez bonne qualité pour faire un sabre ou s'il finira en couvert. « 10 hommes travaillent sans relâche depuis 3 jours et 3 nuits. Mais la réaction chimique entre le fer et le carbone dans le fourneau aura-t-elle forgé un acier suffisamment bon
pour former l'un des meilleurs sabres au monde, la tension est à son comble. Les parois du fourneau sont abattues et laissent apparaître une masse incandescente semblable à de la lave en fusion. Il aura fallu 26 tonnes de fer et de charbon de bois pour produire cet acier brut, le Tamaragamé. Si elle est de bonne qualité, il pourra se vendre environ 45 000 €, soit 50 fois plus que l'acier ordinaire. Le responsable du fourneau, Akira Kihara, doit à présent choisir les morceaux qu'il enverra aux fabricants de sabres. Tout est une question de teneur en carbone. Si l'acier n'en contient pas assez, le sabre risque d'être souple. S'il en contient trop, il risque d'être cassant. Ce sont les parties situées le long du bloc, où l'oxydation a été suffisante, qui offrent les meilleures garanties. À propos du sabre japonais, c'est que les maîtres forgerons ne connaissaient pas la composition exacte de l'acier formidable qu'ils utilisaient. Mais ils avaient la bonne recette. Et ceci, combiné à l'importance de ce sabre, a instauré une excellence qui perdure depuis des siècles. C'est comme la naissance d'un enfant. L'attente en valait la peine. Je suis très content. Merci. Une fois sélectionnés, les meilleurs morceaux du Tamaragamé sont envoyés à Sakurai, petite ville du centre du Japon, située à 50 km de Kyoto. C'est ici que vit l'un des maîtres forgerons les plus renommés du pays, Sadatoshi Gassan. Les Gassan sont maîtres forgerons depuis 800 ans. Plus qu'un métier, c'est un mode de vie. Ils tiennent leur nom d'une montagne sacrée sur laquelle ils allaient prier Bouddha avant de forger un sabre. Ce spiritualisme se retrouvait aussi dans la forge, comme nous l'explique Ian Bottomley, conservateur principal du musée des armureries royales. Les forges sont considérées comme des lieux sacrés. Et la plupart ont un autel devant lequel le forgeron prie chaque matin avant de commencer son travail. Les morceaux d'acier brut arrivent de la fonderie à 300 km. Maître Gassan examine soigneusement le Tamaragamé avec son fils et son assistant pour voir s'il pourra en faire un sabre. Il lui faut des morceaux lourds et de couleur argentée. Les morceaux grisâtres ou noirs sont rejetés. Les fabricants de sabres japonais étaient bien plus que de simples forgerons. Ils ne faisaient pas que taper sur du métal pour obtenir un sabre. C'étaient aussi des alchimistes. Ils baignaient dans les traditions mystérieuses du métal, la manière de le fondre, de le battre. Ils n'en connaissaient pas la composition chimique. Mais après des années de pratique, d'apprentissage et de tradition transmise de maître à élève, ils pouvaient transformer ce mystère en quelque chose de très concret. Un sabre de samouraï. Il existe une seule façon d'apprendre à fabriquer un sabre, l'apprentissage. La formation est exigeante. Il faut plusieurs années aux apprentis de Maître Gassan pour apprendre les rudiments du métier. Ils sont logés sur place, participent aux tâches ménagères et travaillent avec leur maître 6 jours par semaine. Pour commencer, ils se concentrent sur le charbon de bois et le fourneau. Ils apprennent ensuite les techniques de forgeage. Au bout de quelques années, ils fabriquent enfin leur propre sabre. Mais les rares diplômés devront attendre encore 5 ans minimum avant d'obtenir le titre de maître forgeron. Il faudra 3 hommes
et plus de 3 mois de travail pour forger ce katana. Grâce à la chaleur de la forge et au martelage permanent, les morceaux s'aplatissent pour former les éléments de base du futur sabre, sous l'œil vigilant et aguerri de Maître Gassan. Je regarde les tranches pour voir le niveau de carbonisation. C'est un critère très important dans le choix des morceaux qui constitueront la lame. Les morceaux sélectionnés sont enveloppés dans du papier et recouverts d'une légère couche d'argile et de cendre pour empêcher l'oxydation. L'acier est ensuite chauffé à 1300 degrés avant d'être martelé jusqu'à ce qu'il ne forme qu'un seul morceau. Il faut faire vite, car dès que la température baisse, le travail de l'acier devient impossible. Le martelage élimine également les impuretés restantes. Le produit fini sera presque 2 fois moins lourd que le matériau brut. Le futur katana se présente désormais sous la forme d'un bloc. Mais ce n'est qu'après avoir été plié et battu plusieurs fois pour mieux répartir le carbone que le métal prend toute sa dimension. Le pliage consiste essentiellement à mélanger le fer et l'acier pour que le bloc soit uniforme sur la quasi-totalité de sa structure. Le procédé, entièrement manuel, est d'une précision incroyable. On obtient une teneur en carbone de 0,7% sur l'ensemble du bloc. Maître Gassan évalue la concentration en carbone à la couleur de l'acier. En pliant le métal une dizaine de fois, on crée plus de 5000 couches par centimètre d'acier. Ces couches forment un dessin appelé jihada, la peau du métal. Le bloc se transforme peu à peu en arme de samouraï. Entre des mains expertes, le sabre devient un instrument mortel. Il est constitué non pas d'un, mais de 2 types d'acier, dur et tranchant sur l'arête, tendre et flexible au centre. Le professeur Inoue de l'université de Fukuyama nous explique pourquoi. Si on forge un sabre avec de l'acier très dur, il sera tranchant, mais il s'ébréchera facilement et risque même de se casser. Avec de l'acier tendre, le sabre ne se cassera pas, mais il ne sera pas très tranchant. Les maîtres forgerons japonais avaient conscience du problème. Le génie des maîtres forgerons, c'est d'avoir allié le fer et l'acier. Un matériau dur sur le tranchant et un matériau flexible à l'intérieur. La souplesse et la dureté. Ces 2 qualités font du katana l'un des sabres les plus solides jamais fabriqués. L'étape suivante consiste à mélanger les 2 métaux. Le tranchant à haute teneur en carbone est en acier. Il entoure le fer, moins riche en carbone, qui forme le cœur de la lame. La structure globale de l'acier, appelée perlite, est très dure. Mais les maîtres forgerons japonais ne s'arrêteront pas là. Ils vont jusqu'à travailler la microstructure du métal. Au microscope, on distingue un mélange de plusieurs composants. À l'intérieur et au dos de la lame, on a du fer pur, comme ici. On voit ce qu'on appelle des grains de ferrite. Dans le tranchant, en revanche, on trouve quelque chose de plus dur que l'acier. Cette structure, c'est de la martensite. Elle ressemble à de la paille posée sur de la neige. C'est une matière très dure, idéale pour les objets tranchants. Destinée à trancher, la lame du katana jouait un rôle majeur.
Les Japonais utilisaient des méthodes bien particulières pour tester son tranchant. Les criminels servaient souvent de cobayes humains, notamment en période de paix. Selon la gravité du crime commis, il pouvait perdre un bras, une jambe ou pire encore. Certains sabres portent encore le nom du bourreau, la date du châtiment et parfois même le nombre de corps coupés en un seul coup. Dans l'atelier de Maître Gassan, un travail d'un autre genre est en cours. La lame est enduite d'un mélange d'argile et de poudre de charbon de bois qui la protégera pendant la trempe. Cette ligne isolante porte le nom de hamon. J'utilise un mélange d'argile et de charbon pour tracer une ligne qu'on appelle le hamon. Cette ligne ne reflète pas seulement le savoir-faire du maître forgeron. Elle lui permet aussi d'exprimer sa créativité et donne à chaque sabre un caractère unique. La ligne est tracée à la jonction entre le cœur et le tranchant de la lame. D'un point de vue métallurgique, il s'agit d'une phase microstructurale entre la martensite et la perlite qui contient les deux éléments. Au cours du polissage, cette zone ne prendra pas l'aspect d'un miroir. Maître Gassan plonge la forge dans le noir pour déterminer à la couleur du métal le moment où la lame atteint 800 degrés. Trop chaud, l'acier risque de se fêler. Trop froid, il ne sera pas assez dur. Maître Gassan se tient prêt à retirer le sabre. Lorsque la lame prendra la couleur du soleil levant, le katana pourra recevoir son âme. Quand la lame devient rouge, on la trempe dans l'eau. Les parties recouvertes d'une fine couche d'argile refroidissent très vite et deviennent extrêmement dures. Pendant la trempe, le katana prend vie peu à peu. Le refroidissement rapide de la partie recouverte d'une couche fine durcit le carbone contenu dans l'acier. C'est ce qui forme le tranchant du sabre. Le reste de la lame, recouvert d'une couche plus épaisse, refroidit plus lentement et conserve sa flexibilité. Ce sont ces changements structuraux qui donnent au sabre sa courbe caractéristique. Maître Gassan entame ensuite l'une des dernières étapes de fabrication, le polissage grossier. La taille et la silhouette de la lame ont été déterminées en amont. Il doit à présent aiguiser les contours pour donner à la lame tout son tranchant. Le polissage final sera confié à un maître polisseur. Mais à ce stade, Maître Gassan peut déceler d'éventuels défauts. Hors de question pour lui de remettre à un confrère autre chose qu'une lame parfaite. Une fois qu'il est satisfait de son travail, Maître Gassan grave sa signature sur le manche de la lame. Le sabre est prêt pour l'étape suivante. Au XVIe siècle, les maîtres forgerons japonais venaient de créer le katana. Le Japon était alors fermé au monde. Mais il avait des rivaux étrangers qui considéraient naturellement leur sabre comme le meilleur. Alors, que vaut le katana comparé, par exemple, à un glaive européen du Moyen Âge ?
Il y a très peu de différence entre les sabres japonais et européens. Ils associent tous deux le fer et l'acier pour une qualité optimale. Mais le sabre japonais est apparu un peu plus tard et a donné lieu à une forme d'art qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Les deux armes étaient efficaces contre l'ennemi. Mais l'une des deux était-elle meilleure que l'autre? Pour le savoir, nous allons les mettre à l'épreuve. Elles devront couper des bottes de paille d'une densité comparable à celle de l'os humain. Tokyo est aujourd'hui la plus grande métropole du monde. C'est aussi l'une des villes les plus avancées sur le plan technologique. C'est pourtant ici que se déroule la dernière étape de fabrication du katana. Maître Onami, 14e du nom, est l'un des maîtres polisseurs les plus estimés et les plus respectés au monde. C'est lui qui va se charger de la troisième et dernière étape de fabrication. Le polissage était confié à un spécialiste, surtout au cours des derniers siècles. La tâche du polisseur consistait à aiguiser le sabre pour lui donner sa forme définitive et révéler toutes les structures conçues dans le sabre lors du forgeage et de la trempe. Les samouraïs étaient de redoutables guerriers. Mais c'est grâce au katana que s'est écrite leur légende. Avec sa lame parfaitement aiguisée, il transperçait presque tout. À Tokyo, Maître Onami se met à l'œuvre. Le polissage final mettra en valeur le travail du fondeur et du forgeron. Il faut toute une vie pour apprendre ce métier, à commencer par la manière de s'asseoir. Tout le poids du polisseur doit reposer sur la pierre à polir. Cette technique exige à elle seule des années de pratique. Le polissage commence par la première d'une série de 7 pierres de calcaire et de grès. Chaque katana requiert des pierres différentes. Pour les choisir, Maître Onami fait appel à ses connaissances encyclopédiques sur la fabrication du katana. Au XIVe siècle, cet art était enseigné dans 5 écoles au Japon. Étonnamment, il en reste autant aujourd'hui. Les bonnes pierres sont rares et peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Maître Onami dévoile avec précaution la beauté cachée à l'intérieur de chaque sabre. Après 10 jours de polissage, il passe à l'une des pierres les plus fines de toutes. La Jizuya se présente en petits morceaux, pas plus gros qu'un grain de riz. Bien que la lame ne soit pas tournée vers son corps, Maître Onami doit être extrêmement concentré lorsqu'il frotte ses grains sur cet acier coupant. Les katanas sont très tranchants. Quand j'étais jeune, je me coupais souvent. Aujourd'hui encore, je suis particulièrement tendu quand j'accomplis ce travail. Commence ensuite ce qu'on appelle le blanchiment de la lame. Cette étape révélera la ligne de rencontre entre la partie dure et la partie souple. Heure après heure, Maître Onami dévoile la beauté intérieure du métal. Il se concentre à présent sur la pointe de la lame. La pointe, c'est un peu le maquillage du sabre, car c'est la partie qu'on va exposer. Le katana n'était pas seulement une très belle arme, c'était aussi un symbole de pouvoir et de statut social.
Les samouraïs portaient toujours 2 sabres en signe d'autorité, le katana et le wakizashi plus petit. Le respect s'imposait car c'étaient des aristocrates. C'étaient eux les chefs. C'était pour eux que les paysans cultivaient le riz, que les marchands commerçaient, que les acteurs jouaient et que les prêtres priaient. Et ils étaient craints parce qu'en théorie, c'étaient les seuls membres de la population autorisés à porter des armes. Seule la mort pouvait séparer un samouraï de son katana. Il représentait son âme. Au XVIIe siècle a été publié un livre, le Hagakure. C'est un texte qui explique ce que doit être un samouraï, comment il doit se conduire. Il contient cette phrase effrayante. La voie du samouraï, c'est la mort. Elle résume en quelque sorte la philosophie samouraï. La vie du samouraï était une préparation à la mort. Les samouraïs prenaient ce code de conduite très au sérieux. Ils s'interdisaient l'échec, la reddition, mais surtout le déshonneur. La mort lui était préférable. Le suicide des samouraïs, ou seppuku, qui est une forme de harakiri, est un point essentiel de la philosophie samouraï. Le crime absolu pour un samouraï était la désobéissance. Il devait alors se châtier lui-même. Le code de conduite exigeait qu'il mette fin à ses jours. Si le samouraï avait bien servi son maître, il pouvait demander l'assistance d'un compagnon pour le décapiter au plus fort de la douleur. Le musée d'armurerie royale à Leeds abrite pratiquement tous les modèles de sabres jamais fabriqués. Et il accueille aujourd'hui une expérience qui va voir s'affronter 2 armes emblématiques. D'un côté, le sabre japonais, de l'autre, le glaive européen. Le glaive est idéal pour découper, le katana pour taillader. Mais lequel des deux est le meilleur ? Depuis l'abandon du système féodal, il est hors de question de tester les lames sur des corps. On a donc trouvé des solutions de remplacement. Aujourd'hui, dans notre test, on utilisera des bottes de paille. La densité de la paille est proche de celle de l'os humain. C'est le samouraï qui commence. Il tranche la paille sans difficulté. Malgré sa lame moins tranchante, le glaive européen s'en sort tout aussi bien. Mais les sabres européens n'ont jamais plu aux Japonais. Les sabres européens n'ont eu aucun succès au Japon. Les Japonais voyaient bien qu'ils n'étaient pas forgés comme les leurs. Pour eux, ils étaient de qualité inférieure. Les 2 armes sont aussi tranchantes, mais supposent des techniques de combat différentes. Le glaive fait appel à la force, le katana à la vitesse et à la finesse.
Mais au XVIe siècle, une nouvelle arme vient supplanter le sabre. Elle changera à jamais l'art de la guerre. Au Japon, les fusils maniés par de simples soldats chassent les samouraïs des champs de bataille. Mais leur esprit ne meurt pas pour autant. Bien après la disparition des samouraïs, l'esprit du Bushido, ou voie du guerrier, se perpétue dans le Japon moderne. Les écoles de sabre fleurissent, et les secrets du katana n'ont jamais autant séduit. À 80 ans, Maître Otake est l'un des plus grands spécialistes d'arts martiaux au monde. Il occupe le rang le plus élevé qui soit. Mais avant de transmettre à ses disciples ses 30 ans de savoir, il leur fait jurer en signant de leur sang de ne jamais révéler les secrets des arts martiaux. Plus important encore, ils promettent de respecter le code de conduite des samouraïs. Maître Otake enseigne à l'école de Katori Shinto Ryu, fondée il y a plus de 600 ans. Mais avant de manier le katana, les disciples doivent maîtriser les rudiments du combat en 1 contre 1. Dans un combat, il ne faut jamais être face au soleil. Il faut toujours avoir le soleil ou la lune derrière soi. On peut s'en servir pour aveugler l'ennemi. Le meilleur guerrier est celui qui sait tirer profit de la situation. C'est à l'aisselle que l'armure est la plus fragile. C'est donc une bonne cible. Allez, en place. Attaque-moi. Il faut viser l'intérieur des jambes et des bras pour toucher les artères et le cœur. Si on vise l'extérieur, on ne les atteint pas. Il faut donc attaquer ici ou au cou. Évidemment, l'ennemi peut esquiver. Quand on bloque l'adversaire, taille à cet endroit-là, c'est parce qu'il sert à parer les coups, comme ceci. C'est à force de répéter les mouvements qu'on les retient. Il faut arriver à combattre tout en pensant à ce qu'on va faire le lendemain. Mais cela demande des années de pratique. Midori Tanaka est réceptionniste dans une entreprise de composants électroniques. Ses ancêtres étaient samouraïs. Le soir, après le travail, elle prend le train avec son sabre à l'épaule. Son père, Fumon Tanaka, manie le sabre à la perfection. Il a consacré sa vie à l'étude et la pratique des techniques de combat des samouraïs. Je pense que de nombreux Japonais portent encore en eux l'esprit des samouraïs. Aujourd'hui, l'argent est devenu le seul critère de valeur. On juge les gens à la taille de leur maison ou de leur voiture. Pour les samouraïs, ce qui comptait le plus, c'était l'honneur. Il fallait donner le meilleur de soi à chaque instant. C'était ça l'esprit du Bushido. Et il ne doit pas tomber dans l'oubli. La maison de Maître Tanaka accueille les adeptes de cette philosophie. Midori s'y rend 3 fois par semaine pour s'entraîner.
La discipline du sabre a longtemps été réservée aux hommes. Midori la pratique depuis toute petite et elle espère un jour devenir grand maître comme son père. Je pense que dans la société moderne, les femmes n'ont plus à se cacher. Mais le fait d'être une femme ne me donne pas de rôle particulier au sein de l'école. Je veux transmettre le savoir que j'ai reçu de mes maîtres. Et Midori est ma fille unique. Je suis ravi qu'elle ait décidé d'apprendre l'art du sabre. Si elle avait suivi une autre voie, j'aurais dû transmettre mon savoir à quelqu'un d'autre. Midori est suffisamment experte pour s'entraîner avec un sabre en acier et non en bois. Mais elle n'a pas le droit à l'erreur. À travers les arts martiaux, on apprend à surmonter ses peurs. Si on arrive à atteindre l'état de Mushin, c'est-à-dire l'absence de pensée, alors on est prêt à se battre sans avoir peur de mourir. C'est Maître Tanaka en personne qui va en faire la démonstration. Il va nous montrer comment les samouraïs faisaient corps avec leurs sabres et ignoraient la peur, et pourquoi leur vie dépendait de la qualité de la lame. Lors de cette épreuve, sa fille visera son cœur avec une flèche. Toutes ces années d'entraînement le sauveront-ils? Son sabre le protégera-t-il de la flèche? Léger, parfaitement équilibré et assez dur pour transpercer une armure, le katana entre les mains expertes d'un samouraï était l'arme idéale pour le combat rapproché. Mais ce qui faisait du samouraï un guerrier redoutable, c'est qu'il ne craignait pas la mort. Les samouraïs pratiquaient la méditation pour atteindre un état mental appelé Mushin. Fumon Tanaka va affronter la flèche de sa fille. Ces flèches sont tout aussi mortelles qu'un sabre. Elles peuvent transpercer une planche de plus d'1 centimètre d'épaisseur. Cela suffit amplement à tuer un homme. Maître Tanaka compte non seulement sur sa vitesse de réaction, mais aussi sur le tranchant de son sabre pour briser la flèche en plein vol. Le katana illustre la recherche de la perfection. Il est le fruit du travail de multiples générations de maîtres forgerons, désireux d'obtenir la meilleure lame du monde. Et ce sabre n'est pas passé inaperçu pendant l'occupation du Japon par les Américains au cours de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers d'officiers japonais possédaient un sabre. Les kamikazes mouraient même avec leur katana. La demande était si importante que l'arme était produite en série. Ces pâles imitations n'étaient pas fabriquées de manière traditionnelle, mais forgées à la va-vite dans du mauvais acier. Il est toutefois possible que de vrais katanas aient fini entre les mains de l'ennemi. À la fin de la guerre, un grand nombre de sabres ont été confisqués aux prisonniers japonais ou récupérés sur les champs de bataille.
Les Américains les convoitaient d'autant plus que les Japonais rechignaient à s'en séparer. Mais au milieu des centaines de sabres ordinaires ramenés en souvenir aux États-Unis, se cachaient quelques trésors nationaux, des sabres de qualité impériale. Et qui sait combien d'entre eux reposent aujourd'hui dans des foyers américains, ramenés par des soldats qui ne se doutaient pas de la valeur de leur acquisition. 70 ans plus tard, le katana demeure le roi des sabres. Cet objet de toute beauté symbolise l'honneur. Mais les valeurs morales d'autrefois ont aujourd'hui une valeur marchande. La galerie de Token Shibata à Tokyo expose avec fierté ses sabres de samouraï. Mais la perfection a un prix. Il faut compter 5 à 20 000 euros pour un bon sabre et jusqu'à 45 000 pour une pièce rare. Mais il ne suffit pas d'avoir les moyens. Le propriétaire de la galerie, M. Shibata, ne vend pas à n'importe qui. Je suis peut-être vieux jeu, mais j'estime que le sabre représente l'âme du samouraï. Je ne vends pas à n'importe qui. Il est essentiel pour moi de bien cerner le client, de pouvoir lui faire confiance. Voilà 3 mois que Sadatoshi Gasana a fini de forger son sabre. Maître Onami, le polisseur, a lui aussi terminé. L'heure de vérité a sonné. Il est temps d'inspecter le résultat d'un travail qui a duré 6 mois et nécessité 15 personnes. Je me suis donné beaucoup de mal pour forger ce sabre, et les finitions mettent parfaitement en valeur mon travail. J'en reste sans voix. Fabriqué au XXIe siècle selon des méthodes traditionnelles, ce katana incarne un savoir vieux de plusieurs siècles. Sa lame parfaite allie la résistance et la souplesse du fer à la dureté et au tranchant de l'acier. Somptueux et redoutable à la fois, il représente pour beaucoup l'arme blanche idéale. Pour moi, le sabre japonais est le plus puissant au monde. À mes yeux, le sabre japonais est le meilleur sabre de tous les temps. Aujourd'hui encore, le mode de vie des samouraïs inspire les nouvelles générations. 10 siècles de discipline, de dévouement et de savoir-faire. Le Japon continue de porter haut ses valeurs et la légende du katana se perpétue.